pense que la première des choses qu'on peut dire par rapport au Sud, ou à l'outre-mer plus généralement, c'est le fait que la biodiversité est la plus riche dans ces zones. Ce n'est pas du tout dans les parties vers le nord ou vers le sud, mais le côté tropical, la ceinture tropicale, est l'environnement le plus favorable à l'éclosion de la multiplicité des espèces. Toute action humaine impacte d'autant plus cette biodiversité, et les impacts dont je parle sont visibles surtout dans ces zones. L'une des raisons, c'est que les activités anthropiques, ce qu'on appelle, qui concernent l'extraction des ressources, la pêche par exemple, a fait un certain nombre de dommages que nous avons bien, nous scientifiques, documentés depuis un certain nombre d'années. Mais depuis plus récemment, ce qu'on voit, c'est les impacts du changement climatique sur cette biodiversité. Le fait que l'océan, qui est le principal régulateur du climat, par exemple, soit en état de réchauffement, entraîne une modification des habitats et une disparition d'un certain nombre d'espèces dans les zones les plus affectées, qui entraînent des migrations, par exemple, de poissons, et donc qui ont des conséquences économiques non négligeables sur les îles adjacentes ou les pays adjacents. Les premières, ce sont les mammifères marins, qui ont été l'objet d'agressions qui maintenant sont beaucoup plus régulées au niveau international, mais qui sont en termes de nombre extrêmement réduites et en termes de nombre aussi disparition. Je pense qu'aujourd'hui, on sait exactement la manière dont les dauphins, dans les zones, qu'elles soient tropicales ou pas, viennent à disparaître. Il y a les coraux aussi. C'est l'espèce, enfin le type d'espèce le plus emblématique qui est impacté par le changement climatique, par exemple. Et la ceinture tropicale est vraiment l'exemple même de ce qui va nous permettre aussi de suivre ces conséquences du changement climatique sur ces espèces. Et puis la troisième chose, c'est les poissons. Quand vous regardez qu'est-ce qui reste des espèces sauvages dans l'océan, nous avons une disparition de près de 50% en termes de population, du nombre d'individus dans une espèce. On sait ce qui s'est passé pour Saint-Pierre-et-Miquelon avec le fait que même malgré toutes les choses qu'on avait faites et toutes les mesures qu'on a prises, c'était trop tard et cette espèce, la morue, n'est jamais revenue. Donc aujourd'hui, l'outre-mer est en train de se réfléchir sur la manière dont quelles espèces pourrait-on pêcher pour avoir une activité économique. Oui, c'est une bonne question et c'est celle qui concerne un nouveau champ de recherche qu'on appelle les sciences de la durabilité. C'est-à-dire, plutôt que de s'inscrire dans un cadre académique conventionnel, où on repose sur les attendus, sur les concepts, sur la méthodologie classique. Aujourd'hui, il s'agit de prendre un peu le problème à l'envers et de dire quelle action veut-on avoir à la fin pour pouvoir agir de façon concrète sur la biodiversité, qui nous permettrait de faire des recherches qui nourrissent cette action. Je pense aujourd'hui qu'on est en train d'avoir une évolution des sciences du point de vue académique qui est aujourd'hui nécessaire de discuter avec non pas les sachants classiques, mais justement les sachants de la biodiversité, c'est-à-dire ces savoir-faire qui sont exclus en principe a priori de la connaissance scientifique. Ça peut être les pêcheurs, mais ça peut être aussi les maires des petits villages qui ont une connaissance de la manière dont il va falloir s'organiser, dont la population va s'organiser
pour pouvoir faire face aux événements, si c'est climatique, les événements extrêmes, ou si c'est la biodiversité, la disparition des pêcheurs. Donc cette façon de co-construire un nouveau savoir, je pense, c'est quelque chose où on est une cinquantaine de scientifiques à pousser pour avoir ce qu'on appelle un IPOS, International Panel for Ocean Sustainability, qui nous permettrait d'avoir une vision non seulement académique, mais compensée ou complétée par les savoir-faire locaux, et où tout ce qui serait du domaine de la connaissance pourrait être médiatisé de telle manière que l'action politique soit beaucoup plus facile à réaliser. Et je pense que cette révolution est en marche. C'est pour ça qu'on essaye de pousser ce concept d'IPOS au niveau des Nations Unies. Et comme on va avoir en 2025 la 3e conférence Océan des Nations Unies pour le développement durable, nous souhaitons avoir une proposition concrète dans ce sens. Je pense qu'on avait une manière de travailler qui se comprenait tout à fait au 19e, au 20e, etc. Mais l'urgence climatique, l'urgence de l'érosion de la biodiversité, des pollutions multiples et de tout ce qui est l'usage de l'océan et de la biosphère nous conduit aujourd'hui à essayer de penser autrement. Et ce n'est pas seulement de l'interdisciplinarité que nous devons faire, c'est de la transdisciplinarité, et cette transdisciplinarité implique d'associer à la connaissance des personnalités qui connaissent le terrain, qui connaissent les espèces, qui connaissent le climat, qui sont capables de nous dire « mais nous, on a une expérience empirique, on a une culture, la manière dont nous voyons les choses nous permet de vous instruire aussi, vous, et essayons de trouver les meilleures modalités de méthode pour être le plus efficace possible, pour trouver des solutions, non pas après-demain, mais demain. » Et je pense que l'enjeu pour la science aujourd'hui, la science académique, c'est de prendre conscience de cette difficulté devant laquelle nous sommes. Je suis reviewer du GIEC. Quand on voit le résumé pour les décideurs, je pense que seuls les scientifiques peuvent comprendre ce qu'il y a dans ces résumés. Et donc il y a tout un travail de médiation à faire. Et la médiation, jusqu'à présent, la recherche scientifique a laissé ça un petit peu de côté en disant que c'était de la com, alors que je pense aujourd'hui que la médiation est justement quelque chose d'absolument central dans l'évolution des sciences. Et cette manière de voir aussi cette co-construction et cette science transdisciplinaire, je pense que c'est maintenant qu'il faut la construire. La médiation dont je parle, c'est cette connaissance, comment la traduire dans un langage vernaculaire, ou comment la traduire en termes qui soient suffisamment concrets pour que chacun puisse comprendre. Mais c'est aussi valable vis-à-vis des politiques. C'est-à-dire que c'est vraiment une simplicité qui n'est pas seulement à l'égard de n'importe qui travaille sur un terrain, mais aussi à l'égard des sachants qui sont, eux, dans un domaine d'action réelle qui va modifier l'environnement. Moi, je pense que l'océan est assez paradigmatique parce qu'il concentre l'ensemble des impacts et des modifications qui vont avoir dans l'avenir des conséquences énormes. Si, par exemple, l'océan régule le climat, et donc si il n'y avait pas l'océan, on ne serait pas à la surface de la Terre. Et donc si on continue à avoir, par exemple, des concentrations de CO2 que l'océan absorbe, des gaz à effet de serre qui s'accumulent et qui augmentent la température, il y aura un moment où on va avoir un tipping point, c'est-à-dire l'océan ne sera plus en mesure de réguler l'ensemble et de la circulation océanique et de compenser l'acidification. On perd de l'oxygène jusqu'à quand? S'il n'y a plus d'oxygène, les écosystèmes vont être endommagés, etc. Donc par exemple, en ce sens-là, moi je crois que la notion de développement durable peut prendre l'océan comme représentant à la fois d'un phénomène
planétaire, d'un phénomène physique, chimique, et aussi de l'origine du vivant et de son évolution. Et pour nous, de quoi s'agit-il demain? Il s'agit aussi d'avoir un espace qui nous permet d'avoir une bonne atmosphère, d'avoir un bon habitat, d'avoir de l'alimentation, et puis de pouvoir se mouvoir, non pas en conditions alarmistes le long des côtes, mais aussi en conditions confortables pour que nous puissions vivre normalement. Je pense qu'à cet égard, le fait d'avoir l'UNOC en 2025 va nous permettre d'attirer l'attention là-dessus. Et ce sont les grands États insulaires, c'est-à-dire les petits États insulaires, enfin on dit les grands États océaniques, et c'est ceux du Sud qui sont les plus impactés par l'ensemble de ces changements. C'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut suivre, c'est là qu'il faut monitorer tout. Et puis pour aussi avoir un développement durable. J'insiste là-dessus puisque 2030, on a une stratégie du développement durable qui va jusqu'en 2030. En 2030, il faut que l'ensemble des pays soient susceptibles au niveau des Nations Unies de dire on va faire ceci, on va faire cela, etc. Et on a 16 objectifs du développement durable qui doivent être synthétisés dans le 17e, qui doivent coordonner une vision de la planète qui soit confortable, bien-être du vivant, où l'équité sera reconnue et où la pauvreté sera en tout principe éradiquée, et sans guerre aussi. L'océan est le dernier environnement naturel que nous ayons sur Terre. C'est le dernier environnement sur lequel nous avons des possibilités d'exploration inimaginables, puisque c'est le moins connu, la biodiversité. Vous avez 230 000 espèces dans l'océan, on en compte plus d'1,5 million, presque 10 fois plus sur Terre. Et pourquoi? En grande partie parce que nous n'avons pas assez exploré. Pas seulement forcément, il peut y avoir d'autres explications. Et donc, en ce sens-là, c'est important. Et puis, une deuxième chose, cet espace, demain, ça sera un capital. Quel usage ferons-nous de l'océan demain? C'est la question qu'il nous faut résoudre aujourd'hui. Ben justement, alors pour moi, c'est le moment d'aller dans la science. C'est le moment d'aller dans la science parce que ces jeunes sont absolument conscients de toutes les urgences climatiques qu'il y a, et celles de la biodiversité tout autant, et du développement durable. Et donc, aller dans la science, ça peut permettre aussi de créer un nouveau type de science qui nous permettra d'avoir cette inclusion dont je parle, à savoir co-construire l'ensemble des savoirs, pour en faire une compréhension intégrée et développer ce qu'on appelle des nouveaux laboratoires de l'innovation. Parce que ce qui est en train d'être construit, et surtout le Sud est tout à fait à l'origine de ça, ce sont des laboratoires d'innovation en sciences sociales et humaines, mais qui essayent d'intégrer l'ensemble des autres. Et ce n'est pas la physique ou la biologie ou la chimie qui sont à l'origine de ça. Ce sont les sciences humaines et sociales, et puis ce sont ceux qui sont dans la pratique.